Les riches payent moins d'impôts que les autres. Ah bah ça, on nous bassine avec ça à longueur de journée sur les plateaux télé, des taxes Zuckman, des impôts qui ne payent pas, des milliardaires qui ne rendent pas à la société, blablabla. Bon, on va regarder un petit peu dans les détails ce qu'il en est avec des chiffres. On peut prendre un exemple parmi 50 000 autres. On l'a vu à la télé, on l'a vu dans les journaux. Ici, on a 378 contribuables français qui ne payent que 2% d'impôts. Bon, on va regarder d'où ces chiffres sortent et s'ils sont vrais. Attention, il y a peut-être de la vérité sur le fait que les riches payent moins d'impôts. Et peut-être que vous trimez et qu'eux payent moins d'impôts. C'est possible et on va le voir. Mais alors, on va vraiment regarder dans les détails comment est-ce qu'on arrive à ces chiffres pour se faire une opinion. Parce que si on ne se base pas sur les faits, ça ne sert à rien de discuter ou de s'informer. Avant d'entrer un peu plus dans les détails, on va regarder plus loin dans le même article. Là, il est annoncé que l'impôt sur les sociétés, quasiment le seul impôt acquitté par ces ménages, le taux d'imposition global chute de 45% pour les 0,1% à 26% pour les milliardaires. Donc on est déjà à 26% d'imposition et pas aux 2% qui ont été annoncés dans le titre de l'article. Très bien, allons voir plus loin. L'étude qui revient à chaque fois pour montrer quels impôts les milliardaires payent, c'est une étude des instituts des politiques publiques qui est sortie en 2016. Alors c'est une étude qui est assez complète et qui détaille assez bien la méthode qui est utilisée pour arriver à ces chiffres. On va donc se plonger un peu dedans. On retrouve bien dans l'introduction de l'article la mention de l'imposition qui deviendrait dégressif et qui passerait de 46% pour les 0,1% les plus riches à 26% pour les 0,002%, soit les 378 ménages mentionnés plus haut. Je vous garantis qu'une fois que vous aurez regardé ces chiffres, vous verrez que tout ce qui est martelé dans les médias sont basés sur cette même étude. La même étude à chaque fois, avec un commentaire qui est plus ou moins pertinent si elle est plus ou moins comprise, ou même juste lue par le journaliste. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère me fier aux sources, parce que les réinterprétations par des journalistes payés, par des manipulateurs d'opinion, qui n'ont ni le temps, ni les conséquences, ni l'envie de se rapprocher de la réalité, ce n'est pas ma façon de faire. Avant d'analyser nous-mêmes les chiffres qui seront présentés, je vais vous demander de faire fi de vos préjugés sur ce sujet et de vous ouvrir à changer d'avis ou accepter la nuance en fonction des résultats qu'on va découvrir. Si vous êtes prêt à ça, nous pourrons aller plus loin dans les problèmes dus au mécanisme d'accumulation du capital et des inégalités dues à l'innovation. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est simplement pour qu'on ne se laisse pas berner par ceux qui ont le monopole de la parole. Alors sautons directement à ce qui nous intéresse. Voici les deux graphes qui sont de l'étude, qui nous montrent l'imposition de la population avec une attention particulière sur ce qu'on appelle la queue de distribution, c'est-à-dire les plus riches des plus riches. On a deux graphes qui représentent les taux d'imposition calculés de deux manières différentes. On nous explique en légende qu'on voit les taux d'imposition en fonction du pourcentile du revenu fiscal. Le graphique commence au pourcentile 90, c'est-à-dire que 90% de la population n'est pas représentée sur ce graphe. Et on a les 10% de la population qui payent le plus d'impôts qui sont représentés. Chaque barre grise représente un changement d'ordre de grandeur, qui peut s'assimiler à une sorte de zoom x10. La première partie du graphe représente 9% de la population, puis il y a une barre grise qui représente un zoom sur le dernier pourcent qui reste. Et là, on regarde les 0,1% de la population suivant. De nouveau un zoom, on passe au 0,01%, puis 0,001%, et comme ça, jusqu'au dernier palier, on voit les 0,0002% qui correspondent aux 400 ménages les plus riches. Il faut bien comprendre que chaque cadran représente une partie plus petite de la population à chaque fois, même si elles font la même taille sur l'écran. Le graphique de gauche, lui, représente le taux d'imposition en fonction du revenu fiscal et est considéré comme la base actuelle pour comparer avec les résultats de l'étude. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le graphique de droite, où il y a ce chiffre annoncé de 26%. C'est d'ailleurs 26,2%. Ici, on ne regarde pas le revenu fiscal, que nous connaissons tous, puisque c'est sur ce quoi on paye les impôts aujourd'hui, mais on voit que ce graphique utilise le revenu économique. Tiens donc, qu'est-ce que ça veut dire revenu économique? Le revenu économique semble être un concept différent, et il faut le comprendre avant d'interpréter les 26% annoncés. On a de la chance, cette publication est très bien faite. Le revenu économique est défini plus haut. Ici, le revenu économique est aussi appelé revenu économique dont disposent les ménages et est défini différemment du revenu fiscal. Il est défini comme étant l'ensemble des revenus réalisés et contrôlés par le foyer fiscal. Bon, il y a plein de choses qui ne sont pas dedans, comme des changements de la valeur du patrimoine, et passons sur le fait qu'il est un petit peu étrange de définir quelque chose, d'abord parce qu'il ne contient pas, mais ce qui est important, c'est qu'ils ajoutent à l'intérieur de ce revenu fiscal les pertes et profits non distribués des sociétés contrôlées par des foyers fiscaux. Pour faire simple, le revenu fiscal est redéfini en revenu économique. Le revenu fiscal, c'est ce qui arrive sur ton compte en banque à la fin et que tu peux dépenser pour toi, et le revenu économique, c'est le revenu fiscal plus les bénéfices d'une entreprise dont on possède départ, mais qui ne sont pas allés sur ton compte en banque pendant la même année fiscale. Ici, il n'y a pas de confusion, ce n'est pas la valeur des parts de l'entreprise qui est prise en compte, mais bien les bénéfices purs de cette entreprise. Ce qui est un peu ironique tout de même, c'est qu'on définit le revenu économique comme comptant les pertes et les bénéfices des entreprises, mais puisqu'on ne regarde que les 4000 ménages les plus riches, c'est sûr que les personnes qui possèdent des entreprises qui ont fait des pertes ne seront pas parmi ces 4000 ménages. Donc les pertes sont totalement ignorées.
Alors regardons en quoi cette redéfinition impacte les valeurs de la distribution des revenus existantes. Un tableau des revenus de 2016 est fourni dans l'étude. Pour 99% de la population, on reste plus ou moins dans un même ordre de grandeur et dans un même ordre de proportionnalité entre le revenu fiscal et le revenu économique. C'est vraiment sur les 4000 derniers ménages qu'on voit une grosse différence entre le revenu fiscal et le revenu économique. On passe d'une moyenne de 3,4 millions à 23,5 millions à partir du dernier centième de la population. Pour le dernier millième, on passe de 12 millions à 172 millions, et pour les derniers 5 millièmes de la population, 5-10 millièmes de la population, on passe de 27 millions à 634 millions. Donc ça donne un multiple d'environ x7 jusqu'à x25 pour les derniers ménages. C'est une grosse différence. Avant de retourner au graphique avec ce que nous avons appris, on pourrait se demander si les chiffres de 2016 ne sont pas trop vieux ou complètement dépassés. Et pour ça, j'ai trouvé la figure des revenus de 2021. Alors, il y a bien des différences de 19%, mais ça reste dans le même ordre de grandeur et ça change absolument pas les conclusions qu'on pourrait tirer. Maintenant que nous avons vu la définition du revenu économique, revenons à nos deux graphiques. Maintenant, en premier lieu, nous regardons le revenu fiscal. On a cet impôt sur le revenu qui diminue petit à petit pour le dernier centième de la population et qui passe de 41% jusqu'à environ 37%. On peut comprendre pourquoi, puisqu'à partir du dernier centième de la population, l'argent reçu sur le compte en banque supplémentaire ne fait aucune différence pour le niveau de vie, et les dividendes sont moins taxés que les revenus salariaux. Bon, à juste titre, puisqu'ils sont plus risqués, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, une personne recevant 99% de ses revenus en dividendes aura un taux d'impôt légèrement inférieur à une personne qui en reçoit que 50%. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, où un 10 millième de la population a un taux d'impôt sur le revenu légèrement inférieur au millième de la population. Voyons maintenant ce qui se passe quand on utilise le revenu économique à la place du revenu fiscal. On observe qu'il y a plusieurs segments, les cotisations sociales, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, et qu'à partir du 99e pourcentile, l'impôt sur les sociétés commence à prendre de l'importance au niveau du revenu économique par rapport au revenu fiscal commun. De par la définition du revenu économique, c'est tout à fait aligné avec ce qu'on attend et ce qu'on a vu dans le graphe précédent, puisque les ménages les plus riches possèdent plus d'entreprises qui font des bénéfices, distribués ou non, qui sont moins taxés que les salaires. En revanche, la part de l'impôt sur les sociétés dans l'impôt total sur le revenu économique est importante et devient même complètement écrasante pour les ménages les plus riches. On voit qu'à partir du 0,1 pourcentile, c'est-à-dire après le 99,9%, l'impôt sur les sociétés est d'environ 20% du revenu fiscal, alors que pour les derniers ménages, on est à plus de 90% en impôt sur les sociétés. Cela voudrait dire que si 100% des bénéfices d'une société étaient équivalents à un revenu utilisable par les individus, le taux d'imposition des ménages des plus riches diminue à partir des 0,1% les plus riches. Alors regardons si ça fait sens et dans quelle mesure. Tout d'abord, une partie des bénéfices sont effectivement distribués en dividendes, qui sont taxés comme des revenus, ou aujourd'hui à 30% grâce à la flat tax. Ensuite, ce qui reste des bénéfices ne sont pas 100% du revenu. Dans la plupart des cas, il y a des réinvestissements, c'est-à-dire qu'on augmente les outils de production d'entreprise pour justement garder des parts de marché, accroître la taille de son entreprise, ou diversifier les secteurs pour accroître la résilience de cette entreprise justement. Les bénéfices permettent aussi de prévoir pour les années où l'entreprise fera moins de bénéfices et couvrir des futures pertes, ce qui est très commun dans des secteurs assez cycliques. L'approche qui considère que 100% des bénéfices devraient sortir de l'entreprise pour ne pas aller en trésorerie et devrait arriver directement au particulier, qui lui devra ensuite les réinvestir, implique donc la double taxation. Une taxation par le biais de l'entreprise, puis une taxation sur le particulier. Et donc une diminution de ce qui peut être réinvesti dans l'économie productive. Un deuxième point, c'est que ne pas sortir l'argent de l'entreprise pour ne pas se le verser de manière individuelle, ce n'est pas annuler la taxe, mais la retarder. Puisque un départ à l'étranger, une mort, ou même un besoin de capital pour un individu, implique la sortie de sa trésorerie de l'entreprise pour aller vers l'individu et à ce moment-là, la taxation arrive. Un décalage de la taxe dans le temps n'est pas un manque de revenus pour l'État, puisque le profit qui est réalisé aujourd'hui, s'il est taxé dans 30 ans, c'est exactement le même revenu pour l'État que si le profit avait été réalisé il y a 30 ans et qu'il est taxé aujourd'hui. C'est bien une fenêtre glissante de taxes qui se déplace dans le temps. Si on obligeait tous les bénéfices d'une entreprise à sortir pour être taxés de manière individuelle, en réduisant leur trésorerie à zéro, on aurait une année où les revenus seraient plus importants pour l'État, puisque tout ce qui était dans le passé en trésorerie pourrait maintenant être taxé, puis on reviendrait à l'équilibre sur les années suivantes, puisqu'il n'y aurait plus de profit du passé à réaliser dans le présent. Juste le présent dans le présent. Bon, ajoutons aussi qu'il faudrait considérer la destruction de la trésorerie et de toutes nos entreprises, et qui serait certainement très dommageable. Une dernière chose que j'ai déjà mentionnée, c'est le biais du survivant. Quand on regarde les personnes qui gagnent le plus d'argent, on voit bien sûr ceux qui ont réussi à gagner de l'argent à travers leur entreprise. Mais l'entrepreneuriat est très risqué. Si on ne regarde que ceux qui ont réussi, alors on ignore toutes les pertes, tous les impôts qui ont été payés par des entreprises qui ont aujourd'hui fait faillite. Regardons la différence avec les années perdantes. On prend un exemple, imaginons un entrepreneur qui se verse un salaire de 100 000 euros, paye un impôt de 35 000 euros, et son entreprise a 90 000 euros de pertes. Pour cette personne, le revenu économique est de 10 000 euros, c'est-à-dire que l'entrepreneur a payé un impôt de 350%. Ça pourrait être pire
Quand l'entreprise a 1 million de pertes, dans ce cas-là, le revenu économique est négatif, mais on a quand même payé de l'impôt. Et là, bien sûr, l'État n'aura pas d'argent. Alors si on regarde uniquement la dernière tranche, les plus riches, et que l'on corrige les bénéfices en gardant environ 20% qui pourraient être sortis, considérés comme des profits qu'ils pourraient utiliser de manière individuelle, on arrive plutôt à un taux de 10% sur le revenu économique, à la place des 2%. Et 25% qui est déjà payé sur l'impôt sur les sociétés, ça donne plutôt un taux effectif des 35%. Bon, on reste conservateur sur ces chiffres, mais disons que 35% semble beaucoup plus réaliste que les 26% qui étaient annoncés. À partir de maintenant, je pense que vous avez bien compris que les 2% qui ont été annoncés dans le titre de l'article sont purement et simplement du mensonge, puisqu'ils considèrent le revenu économique comme base pour l'impôt, revenu économique qui est donc le revenu des sociétés, puis ensuite ignorent l'impôt sur les sociétés en ne gardant que l'impôt sur le revenu payé. C'est un mélange de définitions intentionnellement malhonnête. Le simple fait d'avoir lu une définition nous montre que les articles ou personnes annonçant 2% d'impôt racontent n'importe quoi et ne sont pas qualifiés pour vous informer. Finissons tout de même en acceptant la redéfinition du revenu fiscal en économique pour cette dernière démonstration. On avait un taux final des milliardaires qui était à 26% d'impôt sur le revenu. Si on regarde le taux d'imposition moyen, le 99e pourcentile de la population a un taux moyen d'imposition de 26%. Cela veut dire que 99% de la population paye moins de 26% d'impôt en taux moyen. Puis, les 1% de la population au-delà paye un taux plus important. Pour le revenu économique, on a un taux d'imposition des plus riches qui est plutôt autour des 35%, et cela correspond également au taux moyen d'imposition du 99e pourcentile sur le revenu économique. Cela veut dire que peu importe la manière dont on calcule le revenu, que ce soit de la manière qui existe aujourd'hui avec un impôt sur le revenu, ou avec le revenu économique, qui bien sûr laisse à désirer, mais simplement, ce sont toujours les 1% de la population la plus riche qui paierait plus d'impôts que les 0,01% les plus riches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça veut dire que toutes les personnes qui s'indignent du fait que les ultra-riches ne payent pas assez d'impôts, payent justement moins d'impôts que ces riches. Il n'y a que 1% de la population, selon les chiffres qu'on a vus dans cette étude, qui a le droit de s'indigner du fait que son taux d'imposition est plus important que celui des milliardaires. C'est comme si des coureurs en basket s'indignaient que ceux qui courent plus vite ont des tongs, alors qu'il y en a qui sont carrément pieds nus. Une dernière question se pose. Si on pouvait appliquer une telle mesure, combien est-ce que ça rapporterait réellement? Alors on peut regarder ça assez facilement en utilisant les chiffres un peu plus réalistes que 100% des bénéfices. Regardons les 4000 ménages les plus riches. Si l'on forçait une partie de ce qui est mis en trésorerie d'être taxé en tant qu'impôt sur le revenu, en sortant une partie des gains, on va essayer de prendre un chiffre qui est important mais qui pourrait dans certains contextes être réaliste, on aurait 23 fois 3780 plus 171 fois 368 plus 634 fois 75 qui nous donne environ 200 milliards de revenus économiques qui est déjà taxé avec l'impôt sur les sociétés. Ce qui pourrait rester, c'est environ 20 à 40 milliards qui partent en trésorerie pour le futur, et si on les taxe à 30%, c'est 10 milliards de revenus au grand maximum, c'est-à-dire 0,5% des dépenses de l'État. 0,5% seulement des dépenses de l'État. Et de manière plus réaliste, et surtout plus pérenne, disons qu'un extra 5%, soit 1 ou 2 milliards, pourrait certainement être récupéré par l'État. Donc ce serait une goutte d'eau dans les dépenses de l'État pour un peu plus de justice pour les millionnaires. Alors regardons les conclusions qu'on peut en tirer. Nous avons vu que le débat sur l'impôt des milliardaires est truffé de contre-vérités. Cela commence par une redéfinition du revenu, un biais du survivant, puis par des chiffres surestimés. Finalement, même en utilisant les chiffres donnés, il n'y a que le dernier pourcent de la population qui gagne le plus, qui est effectivement lésé. Et tout ça pour apporter une goutte d'eau au budget d'un État qui dépense l'argent sans avoir de priorité. Il y a bien sûr beaucoup plus de complexité à explorer autour de tous les sujets économiques, mais normalement, au moins sur ce sujet, qui est prépondérant dans les médias en ce moment, vous serez armé de conséquences pour détecter le vrai du faux. Je vous invite, comme je l'ai fait moi-même, à regarder directement ces informations à la source, que je partage ici, et à vous faire votre propre opinion, puisque celui majoritairement répété à travers les médias historiques et partagé par des personnes qui ne comprennent rien, soit, bien plus grave, vous mentent. Allez, malgré le cauchemar, je vous souhaite une bonne nuit.